Bonjour. Merci de m'avoir invité à être ici. Je m'excuse que les diapositives vont être en anglais, mais ça c'est efficient. J'utilise parfois certains de ces slides dans d'autres présentations. Bon. Mais je vais quand même parler en belge. D'abord, la première chose, c'est que la direction santé consommateur va avoir encore un mois de vie, parce que la nouvelle commission a changé la structure de la commission. Comme on a dit, on a un nouveau commissaire, on l'aura s'il passe les hearings au Parlement, je crois que c'est à la fin du mois, entre la fin du mois et le prochain mois. C'est un ancien ministre de la Santé lituanien, alors il connaît le secteur. Ça peut être bon ou mauvais, comme on avait dit aussi avant en parlant de la guerre et les militaires. Avoir un ministre de la Santé qui c'est un médecin, c'est une bonne chose d'un côté, mais d'un autre côté, il va avoir des idées, des préjugés, et peut-être pas tout le monde va aimer, surtout dans une commission qui c'est fortement économique, comme vous allez voir. La deuxième chose, c'est que le dossier consommateur est parti. Alors, nous, on va être santé et sécurité alimentaire. Alors, c'est encore un mois de 5 ans, mais je ne sais pas si on va devenir sans fou ou quoi, mais pas plus la 5 ans. On perd aussi les médicaments et les produits sanitaires. Ça, c'est une mauvaise chose, dans mon point de vue, parce que c'est des produits qui sont fondamentaux pour la santé et que je crois que dans tous les ministères, ou presque tous les ministères de l'Union européenne sont dans le ministère de la Santé, tous les gouvernements. Et ça part de nouveau dans la direction générale de l'industrie. Alors ça, c'est un pas arrière que nous, on n'appréciait pas beaucoup. Ça va. D'abord, je dois dire que je suis médecin, pas économiste et pas avocat, même si je vais parler beaucoup de loi et aussi de l'économie de la santé, mais vous devez vous rappeler qu'à l'époque, quand on a fondé l'Union européenne, ce n'était pas l'Union européenne, c'était la communauté économique européenne et que la santé rentrait officiellement dans les traités seulement en 1993. Alors c'est hier. 20 ans, très, très jeune. Mais pendant 60 ans, on a eu une communauté économique européenne. Alors, c'est pour ça qu'on a cette tendance à toujours se référer à l'économie, l'impact de l'économie et la santé, et l'impact de la santé dans l'économie. Bon, ça c'est notre base légale, la base juridique, l'article du traité 168 qui dit comme est-ce qu'on doit travailler dans les menaces de la santé, pas dans le système de santé en général. Alors pourquoi si on dit qu'on ne travaille pas dans le système de santé, que c'est une compétence nationale, on travaille dans le système de santé? Bon, on travaille dans le système de santé parce qu'il y a une autre législation que c'est le semestre européenne et les réformes structurelles où on fait l'évaluation de tout ce que les États membres ont fait dans tous les domaines, et dans tous les domaines, inclus la santé et inclus le système de santé. Alors c'est une façon un peu torsionnaire de travailler, mais bon, on travaille dans le système de santé. Et en plus, il y a plusieurs législations du marché intérieur, mais qui s'occupent de santé, même si ce n'est pas nous qui gèrons ça, mais c'est la directive sur les qualifications professionnelles, les temps du travail, les commerces, la standardisation, etc. Alors, ça, c'est comme partout. Il y a beaucoup de législations qui influencent la santé, même si ce n'est pas législation sanitaire proprement dit. Bon, la santé, bon, si on peut pas battre l'ennemi, alors c'est mieux se joindre à cet ennemi. Alors si on ne peut pas faire comprendre au ministre de l'économie l'importance de la santé, comme ça, alors on va essayer de donner des arguments économiques pour montrer l'importance de la santé. Bon. Alors, on a trouvé dans le secteur industriel, le secteur de la santé, c'est très important dans la technologie, dans l'innovation sociale, dans la recherche, c'est une partie importante. C'est important d'avoir des populations en bonne santé parce qu'alors ils peuvent travailler et comme ils peuvent travailler, ils peuvent être productifs, etc. Alors, bon, ça c'est l'importance du secteur santé, mais aussi, bon, dans la santé, on travaille d'un côté avec les produits sanitaires et vous voyez l'impact dans
dans l'Union européenne, des produits sanitaires, des cosmétiques, des pharmaceutiques, de la substance d'origine humaine, les sangs, les tissus et cellules, les organes, etc. L'impact sanitaire, l'impact économique, pardon, que c'est beaucoup. L'impact sanitaire, ça, vous connaissez, pas besoin de présenter. On a eu aussi, quand est-ce qu'on a commencé? J'avais dit 93, comme moment du traité. Qu'est-ce qu'on avait à cette époque-là? À cette époque-là, on avait les vaches folles. On avait aussi un problème avec les dioxines et les poulets. Et on avait eu à l'avance, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler dans les médicaments, la thalidomide, alors des grands problèmes de santé générale qui ont affecté à tous les pays, pas seulement un pays. Et il y a 2 ans, on a eu l'Escherichia coli, plusieurs mortes et des malades partout. Alors, bon, il y a un impact sur la santé, il y a une nécessité de traiter la santé à niveau européen parce qu'il y a plusieurs pays qui sont affectés par les mêmes menaces. Et maintenant, on a l'histoire de l'Ebola, mais ça, je ferai une toute petite référence à la fin. Si on a des populations malades, est-ce qu'on a un impact pour l'économie générale? Oui, seulement l'absentéisme dû à la maladie et les causes. Les personnes qui doivent prendre la retraite à l'avance dû à la maladie. Les personnes qui ne vont pas travailler dû qu'ils sont malades. Alors, tout ça a un impact sur la santé. On a calculé si on aurait 1% d'augmentation de l'espérance de vie, on aurait 6% d'augmentation du GDP. Bon. Et tout ça pour montrer que dans les Europe 2020, que c'était l'ancienne commission, la commission Barroso, les objectifs qu'il a mis, bon, mais que ça va continuer pour cette commission, comment est-ce que la santé peut rentrer là-dedans? Alors, dans l'emploi, on a déjà démontré qu'on doit avoir des populations en bonne santé, dans la recherche, parce que c'est une partie importante, dans les sustainability, energy, climate change, non, mais dans l'éducation, oui, à nouveau, surtout parce qu'il faut changer le type de professionnels de la santé qu'on a, et surtout parce qu'il faut avoir beaucoup plus de professionnels de la santé. On a calculé qu'on aura un déficit en 2020 de 1 million de professionnels de la santé dans toute l'Union européenne, que ce n'est pas peu. Et l'exclusion sociale et la pauvreté, on a encore des inégalités au sein de l'Union européenne. On parle toujours de la différence d'espérance de vie hommes-femmes entre pays, mais on a vu dans certains pays, à l'intérieur de certains pays, qu'il y a une différence de 17 ans dans l'espérance de vie des hommes en tenant compte de l'éducation et de la classe sociale. Alors, c'est un problème important encore. Ça, c'est pour les emplois. Je ne sais pas, non. Ah. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Maintenant. Bon, vous verrez après. Oui, bon, ça. Je voulais faire les pointeurs, mais ce n'est pas comme ça marche. Non, avant ça, qu'il y a une croissance des postes de travail dans le secteur santé et dans les autres santé, ça dépend beaucoup des pays. En général, la moyenne de l'Union européenne, c'est qu'il y a une croissance, même si on est dans une crise économique. Ça, maintenant, ça ne marche pas. Oui? Non. Non. La suivante. Oui, ça. Ça, je vais vous montrer seulement parce que la France est très bien ici. C'est le seul pays qui a un investissement dans la recherche qui c'est même supérieur aux États-Unis et au Canada. J'imagine que c'est aussi, il y a beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui sont établies ici, c'est bon, dans le secteur de la santé. De toute façon, même si c'est les graphiques, c'est étonnant, tenez compte des pourcentages. On passe de 0,15% à
0,30%. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas beaucoup, ce n'est même pas 1%. On dit qu'il devait être 1,3% dédié à la recherche. Bon, ça va. Ce n'est pas si mal, mais ce n'est pas merveilleux. Non. Ouais. Bon. À quoi est-ce qu'on s'occupe surtout maintenant, et pourquoi? Parce que ce sont les plus importants détonants de la réforme des systèmes de santé, que c'est le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et les progrès technologiques, que ça coûte beaucoup. Alors ça, on dit que ce sont les principaux responsables de l'augmentation des coûts de la santé. Suivant. Mais il y a aussi d'autres importants composants comme l'immigration, le handicap, Internet, la globalisation, le tourisme avec les nouvelles maladies. Mais une des priorités de la présidence italienne, qui c'est maintenant la présidence de l'Union européenne, c'est l'immigration dans la Méditerranée. Qui a des impacts positifs et des impacts négatifs, pas seulement négatifs. Ça, vous connaissez, c'est la population qu'on va avoir dans 50 ans. Ça peut être un désastre, ça ne peut pas être un désastre. Ça peut être un désastre si on considère que les personnes de plus de 60 ans, c'est la même chose que les personnes de plus de 60 ans dans les années 50. Mais, bon, je ne sais pas les pourcentages ici. Moi, je m'approche de 60. Je considère que je peux continuer à travailler pendant beaucoup d'années, si je veux, on verra ça. Mais alors qu'on doit déplacer, avant on mettait la limite, c'était 60 ans, et à partir de 60 ans, tout le monde était, bon, on oublie, on ne compte pas sur eux. Je crois que maintenant, on peut élever ça. Alors, ça aussi, je crois qu'on ne tient pas compte quand on fait toutes les présentations et on dit à partir de 60, 65, fini. Non, peut-être on doit changer cet avis. Suivant. Bon, j'oublie ça parce que ça ne marche pas vraiment. Alors, là, suivant. Ça, dans la région européenne de l'OMS, que c'est 53 pays, c'est la relation entre les coûts de santé et l'âge de la population. Vous voyez que c'est plus ou moins corrélation linéaire, ça va, suivant. Mais ça, c'est dans l'Union européenne. Alors, bon, quand on parle des relations de coûts de santé, et on inclut Kazakhstan, Azerbaïdjan et tous ces pays qui font partie de la région européenne de l'OMS, il y a une relation. Mais quand on parle de notre 28 pays, c'est pas tout à fait vrai. Alors, il n'y a pas une relation directe entre l'âge de la population et les coûts de la santé. Ce n'est pas vrai que parce qu'on a une population plus âgée, on va avoir plus de coûts de santé. Ça peut être vrai que parce qu'on a une population plus malade, on a plus de coûts de santé. Mais maladie et âge ne sont pas liés exactement. Suivant. Ça, c'est le problème. On a élargi l'espérance de vie, mais on n'a pas élargi l'espérance de vie en bonne santé. En 2005, pour les femmes, on avait à 65 ans, il y avait 8,9 années de plus d'espérance de vie en bonne santé, alors jusqu'à presque 75 ans, et après 11 ans de vie encore, mais en mauvaise santé. Maintenant, l'espérance de vie, les années de vie en bonne santé sont les mêmes, 5 années plus tard, mais on a gagné une année de vie, mais en mauvaise santé. Ça, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est ça qu'on doit changer. La suivante. Bon, alors c'est la même chose, mais d'une autre façon. C'est comme vous voudrez, c'est ça. On a toute la vie et on est malade seulement à la fin. Ça, j'aime bien cette diapositive parce que c'est pour montrer comment on fait des mal dans l'approche de la santé en général. Ça, c'est déjà une diapositive assez ancienne, c'est-à-dire 5 ou 6 ans de vie, mais la contribution des différents facteurs dans la diminution de la mortalité par maladie coronarienne. Alors, l'influence des traitements
c'est maximum 47%. L'influence de diminuer les facteurs de risque, le tabac, l'obésité, l'alcool, etc., ça compte, selon les études, 50% ou même plus. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de développer de nouveaux traitements, mais on ne fait pas assez de prévention. Alors, on a la démonstration qu'on devrait agir sur la prévention. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la prévention. C'est seulement 3% des budgets qu'on dédie à la prévention. Alors, on fait pas si bien. Suivant. Bon, ça, c'est les choses qu'on fait dans la DG 5 à le moment, la sécurité de la santé, les menaces pour la santé, la prévention, la détection des cancers, les tabacs. Suivant. Et le travail aussi dans les systèmes de santé. Suivant. Les services de la santé. Alors, la directive des soins de santé transfrontalière, c'est ce que je vais présenter à continuation, mais on fait aussi d'autres choses. On travaille sur la sécurité des patients, sur la planification des professionnels de santé, sur la e-health et sur les Health Technology Assessment. Suivant. Bon, ça c'est la Cross-Border Directive. Cross-Border Directive, ça a été approuvé dans l'année 2011 et les délais pour la transposition, c'est-à-dire pour que tous les États membres, les 28 États membres, maintenant, ont transposé, incorporé dans les droits nationaux, c'était 25 octobre 2013. Au mois de juillet, le 14 juillet, on a fait ce qu'on appelle les procédures d'infraction, c'est-à-dire écrire aux pays qui n'ont pas fait les choses bien, qui n'ont pas transposé dans les délais, ou qui n'ont pas tout transposé, ou qui ont dit qu'ils ont transposé, et ce n'est pas vrai, parce qu'ils ont oublié des articles, des choses, et on a envoyé cette lettre à 12 pays, sauf sur 28, 12, inclus la France, bien sûr. Alors, je ne sais pas pourquoi, en 2011, on a approuvé. Quand on fait une approbation d'une nouvelle directive, n'importe pas quelle pièce de législation, c'est ou bien pour unanimité ou bien majorité qualifiée. Dans le domaine de la santé, la plupart des temps, sauf les conclusions de ce Conseil, c'est pour majorité qualifiée. Ça veut dire que Malte et l'Allemagne ne pèsent pas la même chose. Mais bon. On a approuvé ça, cette directive, on l'a approuvée à l'unanimité. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord, mais après, il y a eu 12 qui n'ont pas transposé. Alors, pourquoi est-ce qu'on approuve quelque chose qu'on ne veut pas mettre en route après? C'est ça que je ne comprends pas tellement bien. En même temps, il y a eu déjà des développements de cette directive. Il y a deux. Un qui c'est la reconnaissance des prescriptions. On va vous délivrer une prescription à un malade en France, il va en Belgique ou il va en Allemagne, n'importe pas où. Et il peut avoir les médicaments que vous avez prescrits avec certaines conditions dans les prescriptions, etc. Mais on a aussi ouvert une procédure d'infraction à 4 pays, pas la France dans ces cas-là. Et l'édition développement, c'était les centres européens de référence où la France a un rôle fondamental parce qu'il est en train de coordonner plusieurs choses. Suivant. Bon, tout là. Oui, ça, pourquoi on a fait cette directive de soins de santé transfrontalière? Bon, on voulait que les patients aient les droits à choisir où est-ce qu'ils veulent être soignés. Ça a commencé en 98 avec 2 arrêts de la Cour européenne de justice, Colin Decker, qui disait que 2 patients avaient le droit à être remboursés quand ils avaient eu des prestations dans un autre pays différent. C'était Luxembourg, 2 patients luxembourgeois qui étaient allés en Belgique, je crois qu'en France, pour avoir des lunettes et une consultation l'autre. Bon, et alors on a continué avec des arrêts de la Cour et c'était pas comme ça. Les patients insistaient à aller dans un autre État membre et les États membres insistaient qu'ils n'avaient pas les droits. Certains ont essayé d'inclure ça dans la directive des services. On a dit à ce moment-là que les services de santé, c'était des services spéciaux, alors pas des services comme tous les autres, qu'on avait besoin d'une législation spécifique. On a fait cette législation en 2011. 13 ans. On a mis à arranger ça, bon, c'est pas beaucoup. L'information sur le système de santé et les traitements, parce que comment est-ce qu'ils vont avoir, ils peuvent avoir le droit d'y aller dans un autre pays, mais s'ils ne savent pas comment le faire, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va obtenir dans un autre pays, ça ne sert à rien.
Et alors, des droits des patients au niveau européen. La suivante. Alors, quels sont les principes? Les droits à être remboursés, combien est-ce qu'on va être remboursé, les standards de qualité, de sécurité dans tous les pays. Comment est-ce qu'on va être remboursé? Si le patient a recours à cette directive, il doit avancer le coût, à moins que l'État membre a décidé de faire d'une façon différente, il doit avancer le coût, et après il va être remboursé la même chose que dans son pays d'origine. Le pays duquel il vient, alors c'est la même chose s'il payerait en France ou il irait en Belgique. Les coûts pour les services de santé devraient être les mêmes. Le patient va être remboursé ce qu'il a payé. Si les soins de santé en Belgique sont moins chers, il doit payer moins. Ce n'est pas qu'il va garder l'argent. Il va être remboursé seulement ce qui a coûté. Mais s'il va en Allemagne et le coût c'est plus cher, il va devoir payer quelque chose de sa poche parce que les services de santé va payer seulement ce qu'il payerait dans le pays d'origine. La suivante. Parfois, il faut une autorisation préalable. Ça, c'est à l'État membre de décider. Il peut décider que tout le monde qui veut peut aller comme ça, ou il peut décider, dans certains cas qui ont été approuvés, qu'il va demander que les patients demandent une autorisation préalable. Ça, c'est surtout quand il y a un séjour à l'hôpital. S'il y a une nuit à l'hôpital, les pays vont devoir donner l'autorisation préalable, mais aussi dans certains prestations qui sont très spécialisées et qui coûtent beaucoup. Et peut être refusé, mais les patients ont le recours à une autorité supérieure, alors c'est à la commission d'abord se plaindre, et doit raisonner pourquoi est-ce qu'elle a refusé. Et surtout quand il y a un délai, des listes d'attente, et en principe, il ne peut pas refuser, les pays ne peuvent pas refuser. Le suivant. On a créé le point national de contact. Ça, c'est le point qui doit informer les patients comment est-ce qu'il faut faire. Et en même temps, ce point sert pour des patients d'autres pays pour informer comment c'est l'organisation des soins de santé dans les pays où il veut aller, et comment est-ce que c'est organisé, quels sont les délais, les qualités des soins. Le point national de contact, qui d'habitude doit avoir au moins un par État membre, mais il y a des pays qui sont décentralisés ou qui ont une organisation différente des soins de santé, qui ont établi plusieurs points de contact. C'est une figure très importante parce que c'est le premier contact pour les patients qui veulent se déplacer dans un autre État membre. La suivante. Bon, vous voyez, il y a des relations entre les points de contact des deux États membres. Il sert pour que les patients dans son pays d'origine puissent recevoir informations sur les remboursements, etc., et sur les standards de qualité, mais aussi dans les pays de destination qu'ils puissent recevoir le même type d'informations. La suivante. Bon, les tarifs, quand on reçoit des patients, on ne peut pas profiter pour charger plus. Les prix, c'est les mêmes pour les patients nationaux ou pour les patients étrangers. C'est selon, comme j'avais dit, les coûts des traitements à la maison, ce que va recevoir les patients. Et on demande de transparence. On a déjà ouvert, je crois que moins 2 procédures d'infraction pour des États membres qui essayaient de charger plus les patients avec l'excuse qu'il y a des coûts de traduction, d'accompagnement, etc. Ça, ce n'est pas prévu dans la directive. Si vous acceptez des patients d'autres pays, vous savez déjà que les patients, peut-être vous allez devoir rédiger l'information de sortie de l'hôpital dans anglais, parce que c'est plus répandu comme langue, et pas dans la langue nationale. Si un patient par hasard est en Finlande et soigné dans un hôpital finnois, après avec un dossier de sortie en finnois, je ne sais pas ce qu'il va faire, s'il doit venir en France ou aller en Portugal. Ça va être difficile. Alors, il y a des choses qui sont prévues dans la directive, et surtout qui demande une transparence. Pourquoi est-ce qu'on va charger plus ou non? La suivante. Alors, ça, c'est le minimum des droits des patients.
Et un des plus importants pour moi, c'est le droit d'accès, copie des dossiers médicaux. Je ne sais pas vraiment comment est en France, mais ça, que pour moi c'est quelque chose de logique, ce n'est pas dans tous les pays. Dans les pays où j'habite maintenant, en Belgique, ce n'est pas comme ça. On demande une copie de dossier médical et on dit non, monsieur, on va donner à votre médecin traitant. Parce que vous n'avez pas les droits, parce que peut-être vous allez misinterpréter qu'est-ce qu'il y a dedans du dossier. On peut donner les radios, on peut donner les analyses de laboratoire, mais pas les dossiers. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'arranger avec cette directive aussi, minimum des droits des patients, et après, on va développer, on va travailler sur ça, en tenant compte, comme toujours, des spécificités nationales, les droits nationaux, etc., etc. Suivant. Avant, il y avait une régulation de sécurité sociale. Quelqu'un m'a demandé avant. Oui, je vais finir. Je sais. Quelle est la différence depuis la régulation qu'il y avait avant de sécurité sociale? Depuis toujours, les années 72, je crois, existe la régulation de sécurité sociale. On a toujours eu des patients qui circulaient dans l'espace européen, qui allaient dans un autre pays, mais c'était différent. Dans la régulation de sécurité sociale, en principe, ce n'est pas les patients qui demandent, c'est le système de sécurité sociale de l'État membre qui décide, parce qu'il n'a pas le recours, je ne sais pas pourquoi, pour différentes raisons, d'envoyer les patients dans un autre État membre, ou parce que la personne était en vacances et devenait malade dans son lieu de vacances, ou parce que cette personne était un malade chronique qui devait suivre oxygénothérapie ou dialyse ou quelque chose, et partait dans un autre État membre. Alors il y avait déjà une régulation, même si la plupart des malades qui utilisaient la sécurité sociale, la régulation de la sécurité sociale, le plus grand nombre de malades, des personnes, c'était pour des accouchements. Ça, c'était le top pour aller dans un autre État membre, accoucher. Parce qu'on était déplacé, ou parce qu'on était étudiant, ou parce qu'on allait chez sa mère pour accoucher. Mais il y avait déjà quelque chose, et la différence, c'est qu'avec ces régulations, comme c'est l'État membre qui initialise la procédure, alors c'est l'État membre qui paye. Les patients ne payent rien. Ici, avec la directive, comme c'est le patient qui initialise le procès, c'est le patient qui doit payer. Ça, c'est une des choses plus importantes. Autorisation préalable dans les deux cas, mais le refus, c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on va refuser si c'est l'État membre qui a initialisé le procès? Et si c'est en vacances, c'est la carte européenne de sécurité sociale, c'est déjà bien établi. Alors, en principe, il y a moins de problèmes avec la régulation de sécurité sociale, mais aussi parce qu'on travaille avec ça depuis 40 ans. Wow. Oui, 40 ans. La suivante. Et la coopération, une autre chose importante de la coopération de la directive, c'est la coopération entre les systèmes de santé, les États membres, dans quatre domaines en général. C'est les réseaux européens de référence, l'évaluation des technologies de santé, les e-health et les soins de santé dans les régions transfrontalières. Je ne vais pas aller plus loin, il y a des diapos que vous pourrez voir, parce que je crois que, oui, on est pressé. Mais seulement des mots, les réseaux européens de référence, ça, on a sorti, ça a entré en vigueur en mai de cette année. Alors, un parcours encore à parcourir, c'était surtout pour les maladies rares, pour garantir que les malades qui souffrent d'une maladie rare peuvent être soignés où il y a l'expertise, et surtout pour les pays plus petits, parce qu'il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas les soins de santé, parce que ça ne serait pas efficient si on a un patient avec une maladie. On a identifié 16 000 différentes maladies rares, ce n'est pas possible d'avoir tout. Une maladie rare, c'est celle qui atteint 100 patients sur 10 000 maximum. Alors, et les maladies rares sont rares dans certains pays et pas dans d'autres pays. Et la France a le siège d'Orphanet qui gère plusieurs actions conjointes sur ce domaine dans l'Union européenne, parce qu'on a une longue tradition. Pour le Health Technology Assessment, l'évaluation des technologies de la santé,
Il y a plusieurs agences nationales dans les différents pays et on a discuté, on a vu que c'est inefficient si tout le monde a fait une évaluation, la même évaluation d'une nouvelle technologie. Ça serait mieux que se met d'accord qu'un pays fait de ça, l'autre fait de ça et après on ajoute selon la prévalence et l'incidence de la maladie dans la population. Et pour e-health, que c'est très important si on va travailler dans des zones de santé transfrontalières parce qu'on doit avoir la compatibilité des systèmes et comment passer, si on veut envoyer le dossier médical, comment le faire de façon sécurisée entre différents pays et autorités. Et finalement, les soins de santé dans les régions transfrontalières, ça on le fait informellement depuis des années. Je crois que l'hôpital de Puigcerdà, qu'on m'a dit que c'est la semaine passée, que finalement, après plusieurs années, ça va commencer à fonctionner. Ça serait une bonne expérience. Il y a eu des mauvaises expériences dans Maastricht et Aachen dans le passé. Il y a des mauvaises expériences avec le système d'ambulance, par exemple, entre la Belgique et les Pays-Bas. Il y a de bonnes expériences entre la Belgique et les Pays-Bas dans les soins pour certains types de malades, entre le Luxembourg et la France pour la génétique médicale. Alors, il y a des expériences informelles, mais comme ça, on donne une base légale, une base juridique pour agir et pas rencontrer autant de problèmes qu'on a rencontrés dans le passé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Isabelle, en plus de l'avoir fait en français, de montrer l'importance du champ de compétences de la DG Sanco, avec la limite, bien sûr, qui n'est pas une limite critiquable, de la subsidiarité des États membres, qui, bien sûr, reste en charge des dépenses de santé pays par pays.